Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h au sujet de l'enlèvement des touristes français à l'extrême nord du Cameroun. Des ravisseurs revendiquent leur appartenance à Boko Haram, une revendication démentie par le groupe terroriste, le contenu de la supposée rançon dans ce journal. Et c'est un mauvais temps. Ce lundi, dans la ville de Douala, la tension était perceptible au lieu d'IPK 5 dans la capitale économique du Cameroun. Des ex-employés de la régie Faircam ont bloqué la circulation pour revendiquer le paiement de leurs droits. Le Conseil national de la communication a un débat dans la seconde partie de ce journal avec un membre tiré du groupe La Nouvelle Expression. Des détails dans un très court instant. Merci une fois de plus, madame, monsieur, de nous retrouver sur le 20h. Une note à l'ouverture de ce journal, c'est au sujet des touristes français enlevés à l'extrême nord du Cameroun le 19 février dernier. Nous avons reçu une vidéo qui montre les 7 otages détenus par un groupe qui se réclame de Boko Haram, mais nous ne pouvons diffuser en temps réel ces images pour éviter de prêter le flanc à cette méthode des ravisseurs. Et convient néanmoins de préciser que les revendications sur la libération de leurs frères et sœurs emprisonnés au Cameroun et au Nigeria ne permettent pas pour l'instant de crédibiliser leur appartenance à Boko Haram, et même qu'un démenti du groupe terroriste a été apporté un peu plus tôt seul. Les revendications dans les heures à venir vont permettre de confirmer s'il s'agit réellement des Boko Haram. Voici ce qui sonne comme une évidence. Par contre, dans cette actualité, la circulation est restée bloquée pendant plusieurs heures. Au lieu dit PK 5 dans la ville de Douala ce lundi, des ex-employés de la régie Faircam ont érigé des barricades sur la voie publique. Les infortunés, face aux nombreuses promesses non tenues, continuent de revendiquer le paiement de leurs droits. Voici le récit de Viviane Kamwa. C'est avec ce cercueil que les ex-employés de la défunte régie Faircam ont barricadé la voie ferrée au lieu-dit kilomètre 5. Armés de pancartes, ils ont pris d'assaut la voie ferrée. Ils réclament le paiement de leur pension retraite depuis 1999. Il y a une tranche de 603 personnes qui sont restées sans droit à pension. Donc de 1999 à ce jour, nous sommes à un mois de 14 ans. Le 8 décembre, nous avons manifesté notre mouvement pour faire comprendre qu'on est fatigué d'attendre. Mais jusqu'à ce jour, aucune suite n'est donnée. Une situation qui a poussé les grévistes à descendre une fois de plus dans la rue. C'est compte tenu de l'attente indéterminée ou alors élastique que nous sommes revenus ce jour. Et tant qu'il n'y aura pas de solution, nous ne pourrons pas croiser les bras. Parce que nous avons faim et nous ne saurons manger des pierres. Nous ne savons rien de ce qui est dit, puisqu'on n'a aucune information par rapport à notre dossier. L'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux a contraint les manifestants à se disperser et à libérer la voie ferrée. Autre lieu, même cliché, la circulation est restée considérablement perturbée ce lundi à Bonapriso, un quartier de la ville de Douala. Des employés d'une société de gardiennage ont barré la voie publique. Ils revendiquaient le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire. Steve Ebolé et Flavien Valondongo. La tension est montée d'un cran ce lundi matin. Les employés de Global Security à Douala sont en colère. Ventre affamé n'a point d'oreille. Moi, je touche 23 000. J'ai touché ou c'est 40 000. Ils coupent donc tous les mois sur moi. Ils coupent 14 750. Aujourd'hui, le 25 février, on n'a pas perçu notre argent de 2 mois. Parce que me voici comme ça, là, 2 mois, sans payer. On a chassé mes enfants de l'école. Le rendez-vous qui leur a été indiqué par la direction générale de la société n'est pas respecté. Pourtant, les problèmes sont nombreux. On n'a même plus où dormir, ni même pour manger. On ne boit même pas. On est là depuis le matin, personne n'a mis quelque chose dans le ventre. Finalement, les dettes partout, les bailleurs nous mettent dehors. On est déjà dépassé. Gouba m'a déjà dépassé. Moi, je ne sais plus quoi parler. 2 mois que ça dure. Il faut manifester en érigeant des barricades sur la voie publique. La circulation est interrompue durant des heures.
Les forces de sécurité s'en mêlent. L'ordre revient peu à peu, mais aucune solution n'est proposée. Les bureaux de la société sont fermés. Les responsables ne sont pas là depuis une semaine, 2 semaines, on ne les voit pas. Ils laissent juste les vigiles pour nous recevoir. Ils ne sont que nos collègues. Joint au téléphone, le patron de la société de gardiennage ne voudrait rien dire à la presse. Les forces de l'ordre patrouillent le lieu de la manifestation. Le débat se poursuit ailleurs et l'affaire reste à suivre. Et notons à la suite de Flavien Valondongo que la direction de cette entreprise aurait réagi en affirmant que le paiement est en cours depuis 17 heures et que le retard accusé trouve son excuse dans les coupures intempestives du courant électrique. Des délaissages qui sont pointés dans cet autre incendie survenu à Mimboman, c'est un quartier de la ville de Yaoundé, un incendie qui a fait 3 morts. Le drame est survenu hier, à l'origine du feu, une bougie allumée après une coupure du courant électrique. Des détails dans ce reportage signé Marcelin Gangsop. C'est dans ce lit que les 3 enfants étaient couchés avant d'être surpris dans leur sommeil par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi. Âgés respectivement de 8 ans, 4 ans et 10 mois, ils n'ont pas été épargnés par la furie des flammes, laissant papa et maman sans voix. Tu as vu les enfants? Tu vas encore dire quoi? Selon les informations puisées à bonne source, c'est aux environs de 21 h dimanche soir que le pire s'est produit, alors que le quartier Mimboman, lieu dit première chapelle, était plongé dans le noir. Depuis hier midi, il y a eu coupure de courant. Et les affaires de 20h30, la maison a pris que feu comme vous voyez là. Il y a une petite fille de 10-11 ans qui a allumé la bougie, elle a mis au cheveu du lit. Où ça s'est renversé, où ça a fait comment nous-mêmes on s'était déjà couchés, comme il y avait l'obscurité. Je sursaute, je cours vers là, juste je pousse la porte. Quand je pousse la porte, il y avait tellement de la fumée que ça ne m'a pas permis d'entrer à l'intérieur du salon. Comme elle était derrière dehors, ce que je pouvais faire, c'était juste me mettre à crier au secours, au secours. Le drame s'est produit à l'absence du père des enfants, qui était hors de la ville. La maman, quant à elle, était à la Réunion. L'action conjuguée des populations et des sapeurs-pompiers a juste permis d'éviter la propagation des flammes dans le voisinage. Comme Mimboma est toujours en pénurie depuis on fait des mois même à Mimboma sans voir de l'eau. S'il y avait suffisamment d'eau, on pouvait sauver un enfant. On s'est seulement permis de ramasser les sables partout chez les voisins. Là, c'est ce qui a fait qu'on a arrêté le feu à ce niveau, donc vous voyez devant vous. Cette tragédie survient après celle de Douala, qui a récemment coûté la vie à 4 enfants issus d'une même famille. Lorsque nous quittions les lieux, les parents avaient pris la direction du village pour l'inhumation de leur progéniture. Et nous restons dans ce registre de faits de société pour montrer cette découverte macabre qui suscite beaucoup d'interrogations. A aidé dans le département de la Sanaga-Maritime, le corps d'un jeune homme, d'un homme du 3e âge a été retrouvé pendant à une corde et selon des témoignages, David Tendindiom n'aurait pas supporté l'interpellation de l'un de ses enfants par la gendarmerie d'Edéa. Les détails avec Rodrigue Ngassi et Sandrine Babo. C'est à l'aide d'une corde que David Tendindiom a choisi de se donner la mort le week-end dernier. La découverte macabre est faite dans cette plantation située à l'arrière de la maison familiale au quartier d'Ipita à Edéa. David Tendindiom, 80 ans, n'a pas supporté l'interpellation de l'un de ses fils, gardé à vue à la gendarmerie de la ville Lumière. Parce que son fils a fait un accident, il a eu brossé la voiture d'un gendarme, on lui a mis à la cellule. Il n'a pas passé nuit en dormant, il a pleuré toute la nuit. Et c'est pourquoi le matin, il s'est suicidé. Un coup dur pour cet homme sorti de l'hôpital il y a seulement quelques jours. Mon beau-père est même dans la maison depuis 2 semaines. Il était hospitalisé à la garnison militaire. Pour l'heure, dans ce domicile, c'est la consternation. Les populations ne comprennent pas toujours les motivations exactes du vieillard à se suicider. Informé de la situation, la gendarmerie d'Edéa a ouvert une enquête pour déterminer les causes réelles de cet acte. Et nous restons à Edéa où l'on n'en finit plus avec les embouteillages à l'entrée est de la ville. Les travaux de réfection du 2e pont sur le bras mort de la Sanaga engagés depuis un mois en sont la cause. Des automobilistes appellent à plus de planification une fois encore. Sandrine Babo et Rodrigue Ngassi.
faut désormais s'armer de patience pour traverser le pont de Deya. Un véritable parcours du combattant pour ces automobilistes qui empruntent cette voie. Je suis en train de partir à Kribi, mais je suis sur place depuis 1 heure de temps. Ça ne s'explique pas. Imaginez qu'on aurait un malade dans la voiture, là. C'est déjà mort. On va faire comment, monsieur? On est obligé, on va supporter, non? Il n'y a pas le choix. En effet, les travaux de réfection du deuxième pont engagé dans la ville Lumière il y a 1 mois ne favorisent pas la fluidité du trafic sur cet axe routier. Les longues files d'attente peuvent aller jusqu'à 2 voire 3 km, provoquant ainsi la désolation des automobilistes. Faire aujourd'hui 1 heure pour traverser le pont de Deya, ça ne justifie pas, ça ne semble pas au Cameroun aujourd'hui. On devrait aujourd'hui pouvoir avoir au moins 2 ou 3 ponts à Deya, parce qu'on a l'impression que le pont de Deya ne dessert que la ville de Deya. Imaginez combien de provinces ce pont dessert. La société Razel, maître d'ouvrage des travaux, estime la fin du chantier en mai 2013. En attendant ce délai, les commerçants à cet endroit se frottent les mains. Nous pouvons vendre 5 000 à 10 000. Il y a l'affluence, il y a les voitures qui s'arrêtent ici là, pendant 30 à 45 minutes et on vend très rapidement. Ici, la circulation peut être ici à plus de 500 mètres, or qu'au péage, ça n'arrive pas comme ça. Mon chiffre d'affaires est de 20 000 francs. Comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et au sujet de la sécurité incendie dans les grandes surfaces, des experts préconisent l'installation des centrales de détection ainsi que des systèmes d'extinction automatique des flammes pour éviter des ravages comme dans l'incendie survenu en fin de semaine dernière dans une quincaillerie dans la ville de Douala. Jean-Johnny Mpet et Étienne Pascal Azegou. L'incendie qui a ravagé la boutique de la société Kifirou vendredi dernier pouvait être évité, tout comme bien d'autres incendies qui ont consumé la plupart des espaces marchands dans la ville de Douala. Cet expert en sécurité incendie parle du dispositif qui devrait avant tout être installé dans chaque entreprise ou alors grande surface. Ça, c'est le central de détection. Avec ça, ça vous indique où se trouve l'incendie. Après ça, il faut dans son magasin un système d'extinction automatique, ce qui éteint le feu. Ces principes de sécurité ne sont pas toujours la chose la mieux partagée dans certaines grandes surfaces et magasins que nous avons visités dans la capitale économique. Ici, le sujet de sécurité incendie est tabou. Personne ne souhaite s'exprimer là-dessus, même hors micro. Et pourtant, c'est un problème de sécurité sociale et qui interpelle par conséquent les pouvoirs publics. On doit avoir les systèmes appropriés et que l'État, le gouvernement doit veiller plus dans le contrôle des grandes structures. Même les petites structures, parce que quelqu'un qui a une petite boutique qui vend, le feu peut commencer chez lui et atteindre toute la population. Il n'est donc pas surprenant que l'on assiste à la fréquence des incendies déclarés dans la ville de Douala à cause du non-respect de la réglementation. Il y a l'étude de sécurité qui se fait d'abord sur l'activité qu'on veut mener. Sécurité des biens, la sécurité des personnes. S'il n'y a pas, le gouvernement ne doit pas autoriser à une structure de fonctionner sans ces mesures. La fin de ces incendies n'est peut-être pas pour demain à Douala, à moins que les pouvoirs publics ne prennent des dispositions nécessaires pour y mettre un terme. Vindic populaire, un jeune garçon, la trentaine sonnée, a été copieusement molesté par la population après avoir été pris en flagrant délit de vol. La scène se déroule dans la ville de Baganté, à l'ouest du Cameroun, où nous retrouvons Jérôme Narcisse Sobz. Un garçon, la trentaine bien sonnée, fait partie d'un gang qui sème depuis quelque temps la terreur dans la ville de Baganté. Il vient d'être pris en flagrant délit de vol. C'est dans ce bar dancing situé en plein cœur de la ville de Baganté et appartenant à cet homme que ce malfrat a été surpris mercredi dernier aux environs de 4 h du matin en train de voler des casiers contenant des bouteilles vides. Comme on peut bien s'y attendre, il subira la justice populaire. Ce dernier n'aura d'ailleurs la vie sauve que grâce à l'arrivée des éléments de la brigade de gendarmerie de Baganté. Il avait déjà réussi à cacher dans ce domicile où il vit 16 casiers. La descente des éléments de la gendarmerie dans ce domicile permettra de mettre la main sur 117 chaises plastiques, fruit de ses nombreux forfaits dans des structures de la place. Comme si cela ne suffisait pas, on a également retrouvé munitionnellement cachés
derrière la maison, sous des feuilles de bananier du matériel sanitaire. L'autre fait marquant, qui a également suscité la curiosité de nombreux habitants du dit quartier, aura été la découverte d'un sac contenant du poisson fumé, certainement dérobé lors de ces multiples cambriolages. Lorsque nous sommes arrivés, le commandant est dans la maison, il a posé des questions. Il a demandé au garçon sa carte d'identité. Alors il n'avait pas la carte d'identité, on l'a un peu secoué. C'est là donc qu'on a demandé d'ouvrir les portes. On a commencé par fouiller. C'est là où nous sommes là derrière. On a trouvé un pot de bidet. Nous sommes revenus dans le magasin, on a ouvert, on a trouvé les chaises, 117 chaises. On a porté, on a mis dehors. Ces malfrats qui pendant des mois ont semé la terreur dans le département du Ndé. Ces derniers méditent en ce moment son sort dans l'île de celui de la brigade des terres de la petite ville. Au sujet du vol Air France, notons que les 200 passagers cloués au sol à l'aéroport international de Douala ont finalement quitté la capitale économique du Cameroun. C'était hier vers 23h45 à bord du Boeing 777 en direction de la France. Leur départ prévu vendredi dernier a été retardé du fait d'un incident technique survenu sur l'appareil qui les transportait juste après l'embarquement. Conseil national de la communication, les nouveaux membres face aux défis de l'heure après leur nomination vendredi dernier par décret présidentiel, des membres du CNC comptent sur leur expérience et sur une synergie de travail. Des détails avec Yannick Mbazo. La mission est noble, les défis nombreux et les nouveaux membres du Conseil national de la communication en sont conscients. Entre expérience professionnelle et travail d'équipe, les apports de tout un chacun seront stratégiques. Je rassemble un certain nombre d'arguments du point de vue technique et intellectuel qui devraient me permettre de mener cette fonction. En tant que secrétaire général de l'Union des journalistes du Cameroun, je crois que j'apporte la touche des milieux professionnels de la presse, du journalisme professionnel, qui n'est pas très fier d'un certain nombre de choses que nous voyons. Vous-même, vous connaissez l'État, les problèmes qui minent la presse, qui peuvent être matériels, déontologiques. En rencontrant les autres membres de cette institution, nous allons pouvoir voir ce qu'il y a de plus urgent à faire. En plus du vice-président du Conseil national de la communication, en la personne de Peter Esoka et du secrétaire général Jean-Toby Onde, 7 nouveaux membres ont été nommés par le président de la République, comme le prévoit le texte présidentiel du 23 janvier 2012 portant réorganisation du Conseil national de la communication. Les nouveaux membres, malgré le fait qu'ils n'ont pas été consultés avant leur nomination, ne doutent pas sur leurs compétences. En tant que journaliste, je suis préoccupé par le devenir de cette profession dans ce pays. Je n'ai pas été consulté et cela n'était pas nécessaire. Je suis un modeste fonctionnaire qui doit servir partout où mon président m'envoie. Donc j'ai toujours été intéressé par le travail, par ce qui se passe là-bas. J'ai été intéressé par la régulation des médias. Je crois avoir pris une part active dans la mise en place du Conseil camerounais des médias. En plus du caractère consultatif, le Conseil national de la communication, depuis sa réorganisation le 23 janvier 2012 par le président de la République, est devenu un organe de régulation avec un pouvoir de sanction. Et des journalistes font même basse sur le Conseil national de la communication avec la récente nomination de ces journalistes parmi les 9 membres du CNC. L'espoir naît de ce qu'ils considèrent comme une volonté de laisser les professionnels réguler leur propre secteur d'activité. Serge Alain Otto. À 60 ans, Suzanne Kalalobé avance d'un pas alerte vers le Conseil national de la communication. Iconoclaste, anticonformiste assumée, polémiste, Suzanne Kalalobé s'est alliée objectif du gouvernement camerounais qui dit ne pas militer dans le parti au pouvoir, sait le défendre et même le comprendre. La désignation de cette journaliste, fille de journaliste lui aussi, au sein du Conseil national de la communication, était, avoue-t-elle, attendue depuis plus de 2 ans. Avec les 5 autres journalistes, à savoir Peter Esoka, le vice-président du Conseil, Jean-Claude Otou, Christophe Bobiokono, Jean-Bruno Tagné et Charline Dichia, et les autres, à savoir Jean-Toby Onde, le secrétaire général du Conseil, Nadine Machikungameni, Alpha Abdou Aman, ils devront, une fois investis, mettre en application les missions du Conseil national de la communication, qui sont de veiller au respect des textes qui régissent le secteur de la communication par tous les acteurs y exerçant,
de même qu'ils devront veiller au respect des règles relatives à la création des entreprises de communication. Ils doivent aussi et surtout garantir le pluralisme et l'équilibre dans les programmes des entreprises de communication. Le Conseil national de la communication est doté depuis le 22 janvier 2012 d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. En économie budget 2013, Alamine Ousmane met fait la cour aux opérateurs économiques camerounais. Le ministre camerounais des Finances les a rencontrés en fin de semaine dernière au cours d'un dîner-débat dans la ville de Douala. Il était question pour l'argentier camerounais de demander aux investisseurs de souscrire massivement pour les titres publics afin de permettre à l'État du Cameroun de respecter son besoin d'endettement intérieur. Pour l'année 2013, l'État doit puiser 250 milliards de francs CFA dans le marché financier camerounais. Il s'agit des émissions de bons de trésor assimilables pour un montant total de 100 milliards de francs CFA et des obligations du trésor cumulées pour 150 milliards de nos francs. Ce sont des titres à court terme émis sur le marché financier dont l'objectif est de pallier les besoins ponctuels de la trésorerie et qui doit donc y souscrire tout le monde, a précisé le ministre camerounais des Finances. Rappelons que l'État du Cameroun fait recours au marché financier depuis 2010 pour diversifier les sources de financement. L'homosexualité, une fois encore condamnée par les fidèles catholiques au cours d'une conférence débat donnée dans la ville de Douala le week-end dernier, une sortie qui se grève à la position de l'Église catholique contre la Convention de Maputo sur la libre orientation sexuelle, une convention ratifiée par le Cameroun il y a plusieurs années. Il était question pour des juristes d'obédience catholique au rang desquels des avocats et des magistrats notamment d'approfondir leur éducation chrétienne pour vivre, témoigner en tant que laïcs leur foi dans la société, l'adoption, les successions et bien d'autres questions de droit qui touchent à la société ont été débattues au cours des travaux de Douala qui se sont tenus dans la salle de banquet de la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Bonadibon. Notons que ces travaux étaient présidés par Monseigneur Samuel Kleda, l'archevêque de Douala, qui marque également la rentrée solennelle du conclave des juristes catholiques du Cameroun. Et sur l'importance de cette initiative, je vous propose d'écouter Monseigneur Samuel Kleda, l'archevêque de Douala, s'exprime au micro d'Equinox Télévision. L'initiative de ces juristes chrétiens, justement, veulent travailler selon leur foi en Jésus-Christ, agir donc comme des chrétiens partout, agir comme des témoins de Jésus-Christ. Rendre, n'est-ce pas, justice comme il se doit. Justement, c'est d'abord ça le but de cette association-là. Donc il est très important maintenant qu'ils veulent connaître, n'est-ce pas, à nous tous, qu'ils sont de connaître, n'est-ce pas, la loi. Donc ce qui est une très belle initiative et je les encourage d'ailleurs beaucoup pour ça. Nous restons en religion pour noter que le pape dit son ultime prière avant de renoncer à sa charge le 28 février prochain, comme annoncé. Benoît XVI dans son Angélus hier à la place Saint-Pierre de Rome a déclaré rester toujours au service de l'Église, mais ce sera désormais d'une façon adaptée à son âge et à ses forces. Des détails avec Vincent Bika. À quelques jours de quitter ses fonctions, le pape a déjà presque dit au revoir à ses ouailles à travers l'ultime prière. Dans son Angélus dimanche 24 février, à la place Saint-Pierre, le souverain pontife démissionnaire a fait savoir que Dieu lui a demandé de se dédier plus à la prière et à la méditation, ce qui ne signifie en aucun cas qu'il a délaissé l'Église. Au contraire, Benoît XVI déclare que c'est justement pour qu'il continue à servir l'Église avec la même intensité et le même amour, comme il l'a fait jusqu'à présent, dit-il. Toutefois, a tenu à préciser le pape Benoît XVI, ce sera désormais d'une façon plus adaptée à son âge et à ses forces. Un au revoir acclamé par des milliers de personnes. Et comme il est de coutume, Joseph Ratzinger a ensuite salué les fidèles en plusieurs langues avant de conclure son message en ces termes. Dans la prière, nous serons toujours proches. À 86 ans, le pape Benoît XVI a annoncé le 11 février 2013 renoncer à sa charge. Une décision qui sera officialisée jeudi prochain, 28 février, ouvrant ainsi la porte
à sa succession. Je vous propose de découvrir cette activité très peu connue du public, mais c'est un métier qui revêt une importance capitale dans l'administration parlementaire. La sténotypie, exercée longtemps avant par des femmes, attire aujourd'hui de plus en plus des hommes. Je vous propose de suivre ce reportage de Yannick Mbazo. Dans ce rayon féminin, Mindako Ferdinand est le seul coq de la basse-cour. Son leitmotiv dans l'exercice de ce métier d'emblée réservé aux femmes a pour label le challenge. C'est un métier qui c'est beaucoup de femmes qui le font, mais nous les hommes on a suivi que dans. Malgré ce que les femmes peuvent faire, nous aussi on peut faire. Et c'est un travail c'est un métier qui est d'abord rare ici au Cameroun et nous les garçons on a plus en anglais on dit challenge pour avoir fait ça aussi. En jetant le dévolu sur la sténotypie, il espère gagner sa vie aisément au vu des débouchés y afférentes. D'abord, si tu travailles bien, tu seras recruté à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont un limite fixé. Quand tu as 180 mots la minute, tu dois être recruté par l'Assemblée. Seulement le montant qu'on met là-bas, donc c'est qu'à la fin de la formation, c'est non pas seulement notre propre famille, mais la communauté va sentir le besoin de ces professions. Technique de notation des paroles et du son par une technique de signes, les biens fondés de la sténotypie sont peu connus du grand public. D'où la rencontre organisée par le Centre de formation et de perfectionnement de l'administration parlementaire. Cette nécessité s'imposait parce qu'il n'y avait pas de dialogue entre les parents et l'administration. Et vous savez, là où il n'y a pas de dialogue, il peut y avoir des malentendus. Créé le 24 mars 1997 sous la tutelle de l'Assemblée nationale, ce centre est spécialisé dans l'enseignement des connaissances théoriques et techniques fondamentales utilisées dans l'administration parlementaire. Et de la nécrologie pour refermer la première partie de ce journal, le SDF en deuil depuis ce matin. Le parti de la Balance perd l'un de ses membres du comité national exécutif. Cameroun Paul s'est éteint à l'hôpital à Quintiné de Douala à la suite d'un malaise. Cameroun Paul faisait partie de la délégation des 6 militants du SDF, le principal parti politique de l'opposition au Cameroun, commis par cette formation pour voir un peu plus clair dans la crise qui déchire le parti dans la région du littoral. Nous y reviendrons, madame, monsieur. Je vous invite à présent nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Comme annoncé en titre, nous revenons sur le Conseil national de la communication pourvu de ses membres par décret présidentiel. Et pour en parler, nous en recevons un sur ce plateau, Suzanne Kalalobé. Bonsoir. Bonsoir, Fénelon Maobsen. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Le CNC est donc pourvu des membres près de 2 ans après la désignation de son président. Est-ce que l'attente aura été longue? Non. Parce que ce n'était pas forcément un objectif escompté, ni même une tentative, une tentation, mais pour la profession, le temps avait quand même déjà trop duré. Parce qu'il fallait rapidement mettre sur pied des structures. Justement, parce qu'en l'absence de ses membres, le travail était pratiquement bloqué. C'est ça, il était bloqué, paralysé même. Exemple type de l'inertie. Tout à fait. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut célébrer le fait qu'on ait dans cette institution davantage de journalistes? On a noté 6 au total sur les 9 membres. Disons que les principaux problèmes de la communication, du moins ceux qui arrivent à maturité, concernent dans les métiers de la communication les journalistes. L'information, après ces 22 ans de, je dirais, de libéralisme ou de pluralité dans les approches éditoriales, la profession a besoin d'être représentée massivement parce que nous sommes les plus nombreux. Elle a besoin aussi d'être restructurée parce que beaucoup de choses sont passées, beaucoup. Et vous en connaissez un rayon, hein, Maobsen. Donc je pense que le fait que nous soyons plus nombreux que les autres, pour le moment, n'est pas une mauvaise chose parce qu'il faut bien commencer par le métier, je dirais, le plus ancien de la communication et peut-être dont la structuration peut conduire à beaucoup d'améliorations.
Suzanne Kalalobe, comment vous particulièrement vous entrevoyez votre rôle ou encore votre tâche? Bon, déjà, je pense que nous avons été aidés par la tenue des États généraux de la communication. Et au cours de ces États généraux, on a pu prendre la mesure à la fois ce que j'appellerais des réserves d'une partie de la profession sur toute décision que prendrait un gouvernement fortement critiqué dans son management. En même temps, on a pu aussi apprécier ce qui a évolué considérablement dans l'échange, dans la communication et dans les contenus. Parce que nous nous sommes retrouvés des professionnels de tous les médias et des professionnels de toutes les générations. Mais avec nous, il y avait des enseignants en sciences politiques, sciences de la communication. Donc ce forum pouvait nous donner un peu la mesure de l'état des lieux, mais aussi des obstacles, des difficultés que nous aurons à franchir. Moi, je ne vois pas mon rôle autrement que dans le respect du cahier des charges. Cahier des charges qui nous a été attribué par les États généraux. Autrement dit, la majorité de la profession a identifié des problèmes. Le statut des professionnels que nous sommes, statut, conditions de santé, conditions de retraite, promotion, gestion de carrière, le statut des entreprises privées de presse qui sont plus que précaires et pour lesquelles il va falloir faire, je dirais, lancer véritablement un plan Marshall pour la survie de la qualité de la démocratie pluraliste camerounaise. Donc pour moi, je n'ai pas d'autres ambitions qu'une fois que le cahier de charges est déterminé, on me dise, bon, ta part de travail, c'est celle-là. Par exemple, la publication en priorité des actes des États généraux, le recensement de l'ensemble du personnel actuel dans tous les médias, l'identification des problèmes et la mise en place de stratégies pour implémenter de nouvelles décisions. Donc je suis très enthousiaste. C'est un vaste chantier. C'est un vaste chantier, oui, mais bon, on est nommé pour 3 ans, mais on n'est pas nommé à vie. Et on est jugé sur ce que l'on va apporter sur la base de notre travail. Et c'est pas subjectif, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que dans le groupe, la plupart d'entre nous sont des professionnels depuis 22 ans pour moi, plus longtemps pour Jean-Claude Otto, pour Peter Essoka. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des profils complètement différents. Il y a là-dedans des journalistes totalement institutionnels, porte-parole du gouvernement. Il y a là-dedans des journalistes complètement iconoclastes qui ont fait plusieurs médias comme moi. Il y a là-dedans des journalistes teigneux et attachés, par exemple, à une certaine forme de journalisme d'investigation, c'est Bobby Okono. Il y a là-dedans des journalistes qui s'intéressent plus à l'animation du débat public, comme Bruno, c'est Bruno Tagneux, ou bien je me rappelle pas. Jean-Bruno Tagneux. Il y a une dame qui est professeure de sciences politiques qui est jeune, ça nous apporte beaucoup. Il y a un prof de droit aussi. Bref, il y a une panoplie de personnalités. C'est un groupe assez composite. Est-ce que vous pensez que le Conseil national de la communication a assez pourvu sur le plan structurel pour venir à bout d'un certain nombre de mots qui minent le secteur? Non, il faut considérer que le Conseil national est un des instruments qu'il va falloir mettre en place, mais les États généraux en ont proposé plusieurs autres. C'est un des instruments de régulation des métiers de la communication qui va s'occuper de façon prioritaire des métiers de l'information. Mais dans les propositions qui ont été faites lors des États généraux, il y avait d'autres organes. Il y avait commission éthique, un ordre, Conseil national de la publicité, etc. Donc, pour venir à bout, il n'y a pas que cela. Il y a que les journalistes doivent renforcer leurs syndicats, c'est important, c'est-à-dire les organisations corporatistes doivent être présentes. Il ne faut pas que le Conseil national soit comme l'État-providence, ce n'est pas par lui que tout va être résolu, mais je dirais c'est un des maillons de la chaîne pour faire progresser la qualité de notre profession. En plus, est-ce qu'il ne faut pas une réelle volonté politique? La volonté politique, on peut considérer qu'elle se manifeste par la création d'une institution. Mais la volonté politique, ce n'est pas quelque chose d'absolu ni de linéaire. Parce que le CNC est un régulateur. Bien sûr que c'est un régulateur, mais disons que quand on parle de volonté politique, il n'y a pas d'un côté quelqu'un qui a la volonté et de l'autre les autres qui subissent. On doit imposer aux politiques d'aller jusqu'au bout de leur prise de position et éviter qu'ils soient démagogiques. Et la seule façon de le leur imposer, c'est de travailler. C'est-à-dire de ne pas se laisser emprisonner par une sorte de bureaucratie administrative, de se considérer comme totalement indépendant. On n'est pas nommé là parce qu'on nous récompense, on est nommé là parce qu'on considère qu'on a une certaine compétence pour ce pourquoi nous sommes nommés. Donc il ne faut pas que les membres du Conseil national de la communication soient timorés. Il ne faut pas qu'ils se disent « Paul Biya me regarde, oh là là, si je bouge, on va m'enlever ma nomination » parce qu'ils ont vécu sans. Et ils pourront continuer à vivre après toujours sans. Donc c'est plutôt un engagement. Tout à fait. Est-ce que vous pensez par ailleurs que les récents états généraux de la communication ont pu apporter quand même une lueur d'espoir?
Oui, moi je trouve. C'est-à-dire peut-être chaque fois que je participe à, je dirais, un projet, parce que les États généraux c'est un projet, et que je vois que les gens bougent et qui sont mobilisés du matin jusqu'au soir, toute la nuit, pour réaliser des choses, c'est une force. Marx disait qu'il faut que les idées deviennent une force matérielle. Donc ce qui fait la puissance des idées, c'est pas leur caractère, c'est pas leur acuité en tant qu'idée, mais la capacité des individus à s'en emparer et en faire des outils de combat, parce qu'il s'agit d'un combat et de travail. Vous particulièrement, si vous n'êtes pas écouté dans vos propositions, que feriez-vous? Ça ne veut rien dire, parce que être écouté, c'est d'abord convaincre. Si je ne suis pas écouté à un moment X, il faut que je trouve la stratégie pour convaincre. Ce n'est pas la dictature. En d'autres termes, je travaille dans le groupe La Nouvelle Expression depuis 22 ans, je n'ai pas toujours été écoutée. Mais je reste parce que j'estime que j'ai des choses à apporter. Et je crois qu'il ne faut pas que les gens se fassent d'illusions. On peut être minoritaire. Moi, je suis très souvent minoritaire dans la société camerounaise, parfois largement incomprise, mais j'assume mon combat et j'essaye de manière pédagogique de convaincre les autres que bon, on doit aller dans cette voie plutôt que dans une autre. Maintenant, au bout d'un certain moment, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne vite. Je dois d'abord tester et mes capacités et celles des autres, mais si je ne suis pas écoutée, c'est que je n'ai pas su bien parler. Et ce n'est pas bien parler au sens de donner de l'argent, hein, mais je n'ai pas su intéresser, sensibiliser, mobiliser, éduquer et faire partager mes convictions. Donc, je n'ai pas peur de l'adversité. Alors, est-ce que votre engagement dans cette institution risque de réduire votre implication, votre implication dans l'exercice de votre profession? Ça dépend de l'employeur. S'il estime que, bon, je suis membre du Conseil national et que je ne dois plus faire droit de réponse, je ne sais pas, non. Pour moi, votre neutralité. Pour moi, c'est vrai que ça peut être lourd. Tout dépend vraiment de mes charges de travail. Mais j'aimerais pouvoir continuer à exercer, mais j'aimerais aussi véritablement contribuer à ce niveau. Parce que je trouve que c'est important. À l'âge que j'ai, il est temps que je participe à la construction de quelque chose. J'ai participé, je pense, en étant journaliste depuis des années, presse écrite, radio, télévision, productrice. Je veux continuer. Bon vent et surtout bon courage, Suzanne Kalalobert. Merci d'avoir accepté ce plateau. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au thème de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. À demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.